Kenya. Un nom qui claque comme un souffle chaud dans le vent. Une terre rouge, dure, vivante, où chaque aube est un défi. Pourtant, même les plus petits osent rêver plus grand. Un suricate peut défier un rapace. Une horde de babouins peut faire trembler les lions. Car en Afrique, rien n'est jamais figé. Les trônes vacillent, les rôles changent, et l'impossible, parfois, devient réel. Bienvenue dans la savane sauvage du Kenya, l'affrontement brutal entre une troupe de babouins et un lion. Sous le ciel infini d'Afrique, le Kenya se présente comme le cœur sauvage qui bat au milieu du continent. C'est une terre où la lumière du soleil ne se contente pas de briller, mais brûle, où chaque souffle de vent porte l'ancien souffle de la vie et de la mort. Le Kenya n'est pas simplement un lieu de survie pour les animaux sauvages, c'est une arène où chaque instant est un défi implacable. Il n'y a pas de hasard, pas de marge d'erreur dans ce jeu mortel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et, selon vous, dans un combat entre une troupe de babouins et un lion, qui sortirait vainqueur? Laissez votre avis dans les commentaires. Allez, c'est parti! Et c'est ici, au milieu des prairies, dans un silence tendu comme la corde d'un arc, qu'une confrontation se prépare silencieusement. Dans la savane sauvage du Kenya, les babouins sont l'une des créatures les mieux adaptées à la rudesse de la nature. Avec un pelage gris-brun et des yeux perçants qui observent chaque mouvement, les babouins sont célèbres non seulement pour leur agilité, mais aussi pour leur intelligence et leur incroyable organisation sociale. En tant qu'omnivores, les babouins ont un régime alimentaire varié qui comprend de l'herbe, des fruits et des racines, jusqu'aux insectes et aux petits animaux. Mais parfois, lorsque la nourriture se raréfie, leur instinct de survie les pousse à devenir des prédateurs, et les jeunes impalas deviennent une option risquée mais tentante. Dans les basses prairies proches de la lisière de la forêt, la lumière du soleil matinal filtre à travers la fine brume, teignant le pelage gris poussiéreux des babouins qui se déplacent en silence. On n'entend plus de pépiments ni de sauts. Plus loin, une mère et son petit impala se séparent du troupeau. Une antilope élégante et distinctive avec un pelage brillant de couleur brun doré et des yeux grands et alertes. Ses pattes fines sont conçues pour des sauts en hauteur et des courses rapides avec une grâce exquise. Le petit doit se lever, bouger et se cacher quelques minutes seulement après sa naissance. La capacité de se dissimuler des prédateurs n'est pas une option, mais une condition préalable absolue à la survie. Le babouin mâle s'approche furtivement par derrière, utilisant n'importe quel buisson comme couverture. Soudain, le babouin charge. Il attrape le jeune impala des deux mains au moment même où la mère impala perçoit le danger. Il est déjà trop tard. La mère impala court désespérément, poussant des cris déchirants, mais elle ne peut que regarder. Impuissante, son petit ne pas survivre. Il termine la chasse par un repas copieux et des jeux macabres. Ceux qui semblent ne se nourrir que de fruits peuvent devenir les fantômes prédateurs des vastes prairies. Au-delà de cette prédation, les babouins jouent un rôle écologique essentiel.
En creusant pour chercher des racines, ils aèrent le sol et favorisent la croissance des plantes. En consommant des fruits, ils dispersent les graines, contribuant à la régénération de la végétation. L'impala, en tant qu'herbivore, régule la croissance de l'herbe et des arbustes, tout en étant une source de nourriture fondamentale qui soutient l'équilibre de la chaîne alimentaire. En tant qu'espèce dotée d'une organisation sociale complexe, le comportement d'accouplement et de reproduction des babouins reflète également clairement cet ordre hiérarchique. Au sein du groupe, les mâles dominants ont généralement un accès prioritaire aux femelles en œstrus. Lorsqu'elle est prête à s'accoupler, la femelle babouin présente une zone rouge et enflée autour de ses fesses, un signal visuel puissant pour attirer les mâles. Cependant, le mâle dominant n'a pas toujours la certitude de gagner. Les mâles de rang inférieur, plus jeunes, triomphent parfois grâce à leur ingéniosité et à des alliances stratégiques. Après environ 6 mois de gestation, la femelle babouin donne naissance à un seul petit, les jumeaux étant très rares. La mère prend soin du nourrisson qui reste souvent accroché à sa poitrine pendant les premières semaines. L'ensemble du groupe peut participer à la protection du petit, en particulier les mâles qui entretiennent un lien étroit avec sa mère. Le cycle de reproduction se produit avec un intervalle d'1 an et demi à 2 ans, en fonction des conditions de vie et de la disponibilité des sources de nourriture. Cette structure sociale complexe n'est pas seulement un atout pour la survie du groupe, elle renforce leur impact positif sur l'écosystème. En protégeant collectivement leurs jeunes, les babouins assurent la pérennité de leur espèce et, par conséquent, leur rôle continu de disperseur de graines et de régulateur des populations de petits animaux et d'insectes, ce qui contribue à la santé et à la diversité de la savane. Après de nombreuses semaines de soins inlassables pour leurs petits, le groupe de babouins profite enfin d'un précieux moment de paix. La lumière vive du soleil illumine la prairie, teignant chaque brin d'herbe en or pur. Les petits se reposent à côté de leur mère, les yeux plissés dans un sommeil paisible. Il semble qu'ils aient laissé tout danger derrière eux, mais le Kenya ne laisse jamais un survivant se reposer en paix. Une paire d'yeux froids et profonds observait les babouins de loin. C'était le regard de quelqu'un qui n'était pas pressé, car il savait avec une certitude absolue que la fin serait toujours la sienne. Le souverain de la savane, le lion. Le prédateur au corps musclé, aux épaules fortes et aux muscles saillants sous son pelage doré foncé, chaque pas semblait traîner le poids de tout l'écosystème. Une troupe de lions est une structure sociale clairement organisée où les femelles jouent un rôle absolument clé. Les lionnes sont les principales chasseuses et opèrent en groupe. Leurs proies sont généralement des herbivores. Lorsque le climat est sec et que la nourriture se raréfie, les lions changent leur cible vers des espèces plus communes, y compris les babouins. Pour les lions, toute créature qui peut nourrir le groupe peut devenir une proie potentielle. L'herbe basse s'inclinait légèrement comme si elle s'inclinait devant une force invisible. L'air était dense, tendu comme un tambour, sur le point de se briser. Au loin, la silhouette silencieuse d'une lionne s'approchait pas à pas. Il n'était pas nécessaire de rugir ou de se dépêcher. Sa seule présence suffisait à couper le souffle à la proie. Cette fois, la rencontre fut pleine de surprises. Un cri aigu et perçant retentit et les babouins paniquèrent.
Ils réalisèrent qu'ils étaient là passés de chasseurs à proie. La lionne se contracta, courant comme un éclair à travers l'herbe. Un babouin était tombé. Il était devenu la proie des lions. Le silence régnait. La nourriture d'aujourd'hui faisait partie de la garantie pour l'avenir des jeunes lions qui grandissaient de jour en jour. En tant que prédateur au sommet, le lion joue un rôle irremplaçable dans la régulation de l'écosystème. En chassant les grands herbivores, il prévient le surpâturage, maintient l'équilibre de la végétation et contribue à la santé des troupeaux en éliminant les individus faibles. Les carcasses qu'il laisse nourrissent également de nombreux charognards, essentiels au nettoyage de la savane. Ailleurs, loin du théâtre de la chasse, une lionne enceinte cherchait silencieusement une cachette, un sanctuaire isolé. Elle se préparait pour un accouchement imminent. La lionne a une période de gestation d'environ 110 jours. Quand vient le moment de donner naissance, elle se sépare de la troupe et cherche un endroit isolé et protégé pour mettre bas. Chaque portée compte généralement de 2 à 4 lionceaux. Pendant les premières semaines, la mère s'occupe seule de ses petits, les cachant de toute menace potentielle et des mâles étrangers du groupe. Lorsque les petits deviennent plus forts et plus agiles, ils reviennent au rythme sauvage de la savane. Des moments comme la récente chasse, bien que brefs et violents, sont le fondement de la survie du groupe au milieu de la compétition féroce et de la beauté cruelle de la nature. Le Kenya continue son cycle immuable comme si rien ne s'était passé. Mais dans l'herbe fraîchement foulée, la vie se nourrit de la mort. Le lion marche, portant non seulement la force, mais aussi l'héritage de l'instinct, de la lignée et de l'indomptabilité du souverain. La reproduction des lions est la garantie que leur rôle écologique crucial perdurera. Chaque nouvelle génération de lions assure le maintien de l'équilibre de la savane en contrôlant les populations d'herbivores, ce qui protège les prairies de la dégradation et permet à une grande diversité d'espèces de prospérer. La survie des lionceaux est donc directement liée à la santé de tout leur environnement. Mais le Kenya n'est seulement la violence de la savane sèche, là où la vie trouve un autre rythme. La loutre africaine apporte un rythme de vie différent, à la fois doux, agile, mais non moins féroce. Avec un corps long et flexible comme l'eau à laquelle elles sont attachées, et une fourrure épaisse et lisse de couleur brun foncé qui non seulement les aide à rester au chaud, mais leur procure également une excellente imperméabilité. Les loutres sont comme des ombres glissant sur la surface du lac lorsqu'elles nagent. Elles ne vivent pas seules. Elles forment de petites familles, généralement composées de parents et de petits, de différentes portées. Le lien au sein du groupe est extrêmement étroit. Leur régime alimentaire se compose principalement de poissons, de crabes encredonnés, de grenouilles et parfois de serpents d'eau. Elles chassent en guettant sous l'eau, utilisant des dents acérées et des réflexes extrêmement rapides pour capturer leur proie. Au milieu de cette scène de paix, une famille de loutres profitait d'un rare moment de loisir. Elles nageaient agilement, glissant comme de douces flèches sous l'eau. Mais sous la surface, une ombre sombre rampait lentement. Un crocodile adulte se cachait dans les eaux troubles. Avec sa peau rugueuse comme une pierre ancienne et ses yeux jaunes toujours entr'ouverts au-dessus de l'eau, il était la personnification du temps et de la patience. Le crocodile est le plus grand reptile d'Afrique, avec une morsure si puissante qu'elle écrase sa proie en un instant. Il attendit patiemment.
un jeune de loutre se sépara un instant du groupe, glissant près d'un groupe d'algues silencieuses. Il ne savait pas que juste à côté de lui, une ombre sombre et gigantesque s'approchait silencieusement de son corps. Patient, froid et prêt à attaquer. Soudain, la surface de l'eau se brisa, une attaque ultra rapide. Le crocodile ouvrit les mâchoires et mordit directement sa cible, mais cette fois, il échoua. L'éclaboussement alerta le groupe. Sans paniquer, les loutres adultes se tournèrent immédiatement pour encercler le prédateur. Elles mordirent et s'agitèrent en émettant des sons menaçants. Malgré sa force écrasante, le crocodile ne put rien faire contre un groupe aussi petit, agile et uni. Après quelques secondes de lutte, il fut contraint de plonger, se retirant dans les eaux profondes. Une embuscade manquait. Car ici, le courage n'est pas une question de taille, mais de solidarité inébranlable. Dans l'écosystème aquatique, les loutres régulent les populations de poissons et de crustacés, et leur présence est un indicateur de la bonne santé des cours d'eau. Le crocodile, en tant que prédateur suprême des rivières, contrôle les populations de plus gros animaux et agit comme un nettoyeur en éliminant les carcasses, ce qui aide à maintenir la propreté de l'eau. À la tombée de la nuit sur le Kenya, la savane s'enfonça progressivement dans un silence profond. Les lions se reposaient avec leurs petits, leurs regards adoucis après une longue et harassante journée. Une troupe de babouins se blottit sous la canopée, s'occupant en silence des égratignures laissées par la rencontre mortelle. Sous l'eau fraîche, la famille de loutres se serra au milieu de la rivière paisible. Ici, il n'y a ni gagnant absolu, ni perdant éternel. Seul existe le cycle infini et immuable de la vie. Chaque instant est tissé à partir de l'interaction complexe entre la force et l'intelligence, entre l'instinct de survie et la présence silencieuse de la parenté. Dans ce monde, la vie se nourrit non seulement de la nourriture, mais aussi de la connexion, de la flexibilité et de la capacité à s'adapter aux changements constants de la nature. Si vous vous trouvez captivé par ces poursuites haletantes, où les moments apparemment petits de vie et de mort portent le poids de l'existence, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer le monde sauvage, où chaque souffle renferme une histoire non racontée. Celle-ci ne se camoufle pas et ne guette pas avec autant de sophistication qu'un gecko ou une mante. Elle attend simplement que sa proie s'approche d'elle. Voici la grenouille taureau, le prédateur affamé de la forêt marécageuse. La grenouille du taureau, de nom scientifique Lithobates catesbeianus en Amérique ou Hoplobatrachus rugulosus en Asie, est un grand amphibien de nature prédatrice audacieuse et au ventre insatiable. Avec un corps potelé, une peau épaisse, une tête large et une bouche qui fait presque la moitié de la taille de son corps, la grenouille taureau a l'apparence de quelqu'un qui n'a pas peur d'attaquer toute créature qui peut entrer dans sa bouche. Sa taille peut atteindre jusqu'à 20 cm et peser plus de 500 grammes chez les adultes. Son dos est couvert d'une peau rugueuse de couleur verte ou brun grisâtre, ce qui l'aide à se fondre dans ses habitats de marais, de berges de rivières, de rizières ou de terres humides. Les pattes arrière très développées aident la grenouille à sauter loin et à nager rapidement, tandis que la membrane entre les doigts agit comme des rames lorsqu'elle plonge sous l'eau. Bien qu'elle manque de dents pointues ou de griffes, ses puissants muscles mandibulaires et sa langue longue et collante font de la grenouille taureau une machine à tuer efficace. Elles mangent tout ce qu'elles peuvent attraper. Grands insectes, araignées, petits poissons, têtards, petits geckos, petits oiseaux, souris, petits serpents,
et même des animaux de leur propre espèce. Faute de tactiques de guet sophistiquées comme les mantes ou les geckos, les grenouilles taureaux se cachent simplement et attendent. Lorsque la cible entre à portée, un éclair de langue est libéré et la proie disparaît dans la bouche en un instant. La saison de reproduction a généralement lieu pendant la saison des pluies, lorsque l'humidité et les niveaux d'eau sont élevés. Les mâles émettent des appels forts et distinctifs pour attirer leurs partenaires et avertir leurs rivaux. Les grands mâles, avec des chants puissants, dominent mieux la zone de ponte des œufs et attirent facilement les femelles. Pendant la saison de reproduction, les grenouillers de taureaux mâles deviennent plus agressives et territoriales que jamais. Elles doivent occuper un coin de l'étang qui est tranquille, riche en nourriture et suffisamment attrayant pour attirer les femelles. Lorsqu'un intrus entre, le conflit est inévitable. Deux d'entre eux sont montés à la surface, émettant des cris profonds comme une déclaration de guerre. Puis soudain, ils se sont jetés l'un sur l'autre. Leur corps énorme s'agitait, enchitait violemment, leurs pattes arrière frappaient le lot en éclaboussant. Ils se sont donné des coups de tête, essayant de se pousser mutuellement dans la boue. Après quelques minutes de lutte, l'un d'eux s'échappe, laissant l'eau tranquille pour le vainqueur, qui a maintenant le droit d'appeler son partenaire dans l'eau qu'il a gagnée. Après l'accouplement, la femelle pond des milliers d'œufs peints dans des flaques d'eau stagnantes, souvent collées aux plantes aquatiques. Les œufs éclosent en têtard après quelques jours et la métamorphose en petite grenouille prend de plusieurs semaines à plusieurs mois, selon l'espèce et les conditions environnementales. Bien qu'elle soit une chasseuse impitoyable, la grenouille taureau a toujours des ennemis. Les serpents d'eau, les hérons, les grands poissons, les loutres et les petits carnivores peuvent attaquer les têtards ou les jeunes spécimens. Les adultes, grâce à leur peau épaisse et à leurs réflexes rapides, sont plus difficiles à abattre, mais ils restent une cible pour de grands prédateurs comme les faucons, les hiboux, les renards ou les loutres. Dans l'écosystème, les grenouilles taureaux jouent un rôle particulièrement important. Elles aident à contrôler les populations d'insectes et de petits animaux et sont des maillons intermédiaires dans la chaîne alimentaire, agissant à la fois comme prédateurs et proies. Cependant, certaines populations de grenouilles taureaux, en particulier les espèces introduites comme celles d'Amérique du Nord, sont considérées comme des espèces envahissantes, car elles concurrencent les espèces indigènes et s'en prennent à elles au point de provoquer un déséquilibre écologique. Dans son écosystème d'origine, la grenouille bœuf est un régulateur efficace des populations d'insectes, de rongeurs et d'autres petits animaux. Elle transforme la biomasse de ces petites créatures en une source de nourriture pour des prédateurs plus grands, jouant un rôle de maillon intermédiaire crucial. Cependant, sa capacité à consommer une grande variété de proies la rend dangereusement envahissante lorsqu'elle est introduite dans de nouveaux milieux où elle peut décimer les espèces locales et perturber gravement l'équilibre naturel. Dans les mêmes branches, entre la mousse douce et l'écorce fissurée, une autre créature observée en silence, non moins dangereuse. Elle n'a pas de pattes en forme de faux, ni de griffes acérées,
mais elle possède l'une des armes les plus redoutables du monde des prédateurs. Changement de forme et précision absolue, c'est le gecko, le maître du camouflage, un fantôme dans le monde de la jungle. Alors que la menthe est le guerrier qui charge, le gecko est le tueur patient qui attend et ne manque jamais une occasion. Avec des yeux qui peuvent pivoter indépendamment, un corps couvert d'écailles rugueuses similaires à l'écorce et la capacité de changer le teint de sa peau pour se fondre dans son environnement. Les geckos sont présents, mais ils sont invisibles. Les menthes peuvent tourner la tête pour observer, mais les geckos peuvent regarder dans 2 directions à la fois, pour observer leur proie et pour éviter d'autres prédateurs. Entre les 2 espèces, il n'y a pas de concept d'amis ou d'ennemis, seulement le dernier survivant. Parfois les Bosequoin, les geckos, mangent des menthes religieuses avec un mouvement très rapide de leur langue. Parfois, c'est au contraire, di mano que le renforcissa Andorra, Inor la menthe tente une embuscade au jeune gecko, utilisant ses pattes en forme de crochet pour attraper la créature qui semble physiquement supérieure. La lutte entre les 2 prédateurs n'était pas bruyante. Sans effusion de sang, mais elle est toujours à l'affût, tendue, et se termine en un bref moment où un côté émerge victorieux et l'autre n'est qu'un repas chaud au milieu de la jungle. Le gecko non scientifique gecko-gecko est un symbole d'adaptation sophistiquée et de l'art de la chasse silencieuse. Avec une longueur corporelle de 20 à 40 cm, sa peau est couverte de minuscules écailles granulaires avec un motif tacheté comme des plaques de mousse ou des taches de feu mourant sur l'écorce des vieux arbres. Cette couleur de peau n'est pas fixe, elle change selon la lumière, la température et même les émotions. Un système de camouflage parfait de la nature. Les grands yeux sans paupières, brillant dans l'obscurité avec des pupilles en verticale comme celles d'un chat. Mais ce qui fait du gecko une machine d'observation, c'est sa capacité à faire pivoter ses yeux indépendamment. L'un regarde vers l'avant, l'autre regarde vers l'arrière. Rien n'échappe à son contrôle. Au lieu de poursuivre leur proie, les geckos attendent. Il se suspend au plafond rocheux, aux troncs d'arbres ou aux vieux murs en s'équilibrant sur ses pattes super adhérentes. Alors, quand le moment est venu, la longue langue jaillit comme une fusée, rapide, collante et inévitable. Un seul coup suffit. Le régime alimentaire des geckos est varié. Grillons, cafards, insectes, moustiques, papillons de nuit, araignées, et souvent même des menthes religieuses s'ils se trouvent à portée. D'autre part, un bébé gecko peut devenir la nourriture d'une grande menthe religieuse s'il se déplace sans prudence. Les 2 sont des tueurs, mais le gecko est un chasseur nocturne, silencieux, froid et rarement vaincu. Dans le monde des geckos, chaque rocher, tronc d'arbre ou vieux mur, est un territoire séparé où un mâle dominant chasse et appelle ses partenaires. Lorsqu'un autre individu entre, surtout pendant la saison de reproduction, le conflit est inévitable. Il n'y a pas de tolérance entre ces solitaires. Dans l'obscurité de la forêt humide, 2 geckos mâles s'affrontent. Leur dos se gonfle, leur peau s'assombrit et leurs yeux s'ouvrent en grand. Tous 2 ont poussé des cris aigus. Les cris de Gecko, Gecko ont résonné comme une véritable déclaration de guerre.
Soudain, ils se sont jetés l'un sur l'autre, la bouche ouverte, les mâchoires mordant le cou de l'adversaire, la queue fouettant le sol, les griffes s'enfonçant dans l'écorce de l'arbre. Ils ont roulé, donné des coups de pied, mordu, et personne n'a abandonné. En quelques minutes de chaos, l'un s'est effondré, tombant sur le sol de la forêt. L'autre est resté immobile sur la branche, la poitrine haletante et la peau décolorée. Le vainqueur a conservé le territoire et les droits de reproduction. L'accouplement chez les geckos a généralement lieu pendant la saison chaude, lorsque l'humidité et la température sont favorables. Les mâles s'approchent des femelles en faisant vibrer leur corps et en émettant un appel caractéristique « Gecko, Gecko » pour signaler leur présence et attirer des partenaires. Si la femelle est d'accord, elle permettra au mâle de la monter et de s'accoupler. Le processus prend de quelques minutes à des dizaines de minutes selon l'espèce. Ensuite, chaque individu se sépare sans aucun soin ni lien ultérieur. Les geckos sont solitaires, même pendant la reproduction. Et chaque session d'accouplement peut aider la femelle à accumuler du sperme pour fertiliser les œufs plusieurs fois pendant la saison de reproduction. Les geckos se reproduisent par eux. Après l'accouplement pendant la saison chaude, la femelle pond 1 à 2 œufs, qui ont des coquilles dures similaires à de la porcelaine, et sont généralement fermement collés à des rochers, des troncs d'arbres ou des fissures humides de murs. Ils ne nichent pas, ils ne surveillent pas. Les œufs sont laissés à se développer en silence. Après environ 60 à 90 jours, les œufs éclosent et deviennent des bébés geckos miniatures qui ont toutes les caractéristiques et les instincts d'un adulte. Dès leur naissance, ils doivent survivre seuls, chasser leur proie et éviter les ennemis sans la protection de leurs parents. Pour cette raison, le taux de survie est très faible, et seuls les individus les plus rapides et les plus forts grandissent pour continuer le cycle de vie silencieux dans la forêt sombre. Plus qu'un prédateur, le gecko est aussi un maître de la survie. Lorsqu'il se sent menacé, il peut perdre sa queue pour détourner l'attention, puis disparaître dans l'obscurité. Après quelques semaines, une nouvelle queue repoussera, bien qu'elle ne soit pas aussi parfaite que l'original. Bien qu'ils soient maîtres du camouflage et de la chasse dans l'obscurité, les geckos ne sont pas à l'abri d'autres prédateurs. Les hiboux et les petits faucons peuvent les détecter d'en haut et lancer des attaques mortelles. Les serpents arboricoles, silencieux et agiles, rampent sur les branches pour atteindre leur proie en une fraction de seconde. Sous la canopée de la forêt, de grandes grenouilles et crapauds attendent l'occasion de mordre un jeune gecko. Les œufs de gecko sont également facilement trouvés et détruits par les souris des champs et les petites espèces. Mais dans la nature, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans le ciel ou qui chassent la nuit qui représentent une menace. Cachés sous les feuilles pourries, dans la boue molle et détrempée et dans les flaques d'eau sombres, une autre créature attend, silencieuse, avide et insatiable. Le gecko est un allié précieux de l'équilibre naturel. En tant que chasseur nocturne, il se spécialise dans la capture d'insectes que d'autres prédateurs ignorent, comme les moustiques et les papillons de nuit. Il contribue ainsi à limiter la prolifération de ces espèces, tout en servant de maillon dans la chaîne alimentaire pour des animaux comme les serpents et les oiseaux de nuit.
Un très léger mouvement à la surface de la feuille, un éclair, une bouchée plus rapide qu'un battement de cils. Calme, sans avertissement préalable, juste un moment de silence, puis tout a disparu. C'est la guerre silencieuse. Mante gecko, grenouille. Quand la nuit tombe dans la jungle, dans l'obscurité feutrée du sous-bois, 3 créatures apparemment petites jouent un jeu féroce de survie. La mante religieuse, l'embusquée silencieuse, le gecko, le fantôme du tronc d'arbre, et les grenouilles, les affamés de la boue et de l'eau. Sans griffes ni crocs, ils chassent avec vitesse, camouflage et un silence mortel. Mais dans ce monde, le chasseur d'aujourd'hui peut devenir la proie de demain, et chaque nuit qui passe, une autre vie disparaît sans laisser de traces. La mante religieuse, ce guerrier silencieux du monde des insectes, est l'incarnation parfaite de l'art de la chasse précise et impitoyable. Petite mais pas faible, mince mais contenant une puissance explosive. Avec une longueur variant entre 4 et 15 cm selon l'espèce, le corps de la mante est conçu comme une machine à tuer miniature. Ses pattes avant, pliées comme des mains en prière, sont son arme ultime. Chaque articulation de la patte est renforcée par des épines, en forme de crochet, prêtes à attraper la proie en une fraction de seconde. Ses grands yeux composés peuvent pivoter indépendamment, ce qui lui permet d'embrasser presque tout son environnement sans tourner son corps. En particulier, la mante religieuse est l'un des rares insectes à pouvoir tourner sa tête jusqu'à 180 degrés, une capacité rare qui l'aide à suivre les prédateurs et les proies de manière silencieuse et précise. La capacité de camouflage de la mante atteint également un niveau sophistiqué. Selon l'espèce et l'habitat, elles peuvent être vertes, brunes, jaunes ou même avoir la forme d'une feuille flétrie, d'une branche sèche ou d'une fleur. Certaines espèces comme la mante orchidée ne se distinguent en rien d'une vraie fleur, attirant les insectes volants pour ensuite mourir misérablement entre ses pattes fermement serrées. En tant que prédateur actif, la mante n'est pas exigeante. Abeilles, mouches, moustiques, sauterelles, grillons, fourmis, papillons, tous peuvent être des victimes. Mais le plus spécial, c'est qu'elle n'hésite pas à chasser des créatures plus grandes qu'elle. De grandes araignées, de jeunes geckos, des lézards et même de petits oiseaux si l'occasion se présente. Un jeune lézard a rampé lentement sur le tronc de l'arbre, ses yeux errant distraitement, sans se rendre compte que la mort guettait à quelques centimètres seulement. Au milieu de la carapace sèche, la mante est immobile, parfaitement camouflée comme un morceau de bois pourri. Alors surprise, un bourdonnement. Les pattes avant se sont ouvertes, s'accrochant fermement autour de la proie. Le lézard a lutté désespérément, mais les griffes acérées se sont enfoncées profondément. En silence, la mante a commencé à déchirer la chair lentement et précisément. Avec des tactiques d'embuscade, une patience incroyable et une vitesse d'attaque incroyablement rapide, les mantes gagnent souvent grâce à l'effet de surprise. Elles se mangent même entre elles, surtout en cas de pénurie alimentaire ou pendant la saison des amours. L'accouplement chez les mantes est un rituel qui apporte la vie et annonce la mort. Le mâle s'approche de la femelle avec une extrême prudence, sachant très bien que dans de nombreux cas, le voyage est synonyme de fin. La femelle peut mordre la tête du mâle au milieu de l'accouplement et le corps de la victime peut continuer à compléter le processus de fertilisation, même si la moitié supérieure de son corps a été avalée. Ce comportement apparemment brutal a en réalité un sens biologique clair. Il aide la femelle à absorber plus de protéines vivantes, augmentant ainsi les chances que les œufs se développent et survivent.
Étonnamment, le cannibalisme sexuel n'est pas un acte aléatoire, mais une stratégie évolutive sélectionnée au cours de millions d'années. Lorsque la tête est perdue, le système nerveux inférieur du mâle non seulement maintient l'accouplement, mais devient également plus actif car il n'est plus inhibé par le cerveau. Pendant ce temps, les petits profitent de la source nutritionnelle pendant le processus de reproduction. L'accouplement se termine par un sacrifice, le prix maximum que le mâle doit payer, mais aussi un dévouement total à la prochaine génération. Après l'accouplement, la femelle pond ses œufs dans une masse dure et spongieuse appelée oothèque, souvent collée à une branche ou une feuille. Chaque oothèque peut contenir entre 30 et 300 œufs soigneusement enfermés pour les protéger de la chaleur et des prédateurs. Les œufs écloront après quelques semaines ou même mois, selon les conditions climatiques. Nés prédateurs, les petits de menthe, même nouveau-nés, sont déjà entièrement équipés d'instincts de tueur. Ils se mangent souvent les uns les autres pour survivre et seuls les individus les plus rapides et les plus forts survivent jusqu'à l'âge adulte. Ce n'est pas un hasard si, dans la nature, la menthe religieuse est vénérée comme un guerrier solitaire, petit mais puissant, toujours seul mais sans peur d'aucun adversaire. Au milieu de la forêt, elle n'a pas besoin de fuir, car elle sait que même si elle est petite, elle est toujours capable de devenir le cauchemar de toute créature qui entre accidentellement dans sa portée. Bien qu'elle soit une tueuse silencieuse et efficace, la menthe religieuse n'est pas sans ennemis. Au contraire, qu'à l'état sauvage, elle vit toujours sur la ligne de démarcation entre le chasseur et la proie. Dans la cime des arbres, les oiseaux insectivores peuvent facilement détecter le moindre mouvement de la menthe et plonger pour lui asséner un coup fatal. Depuis le feuillage bas, des prédateurs comme les geckos et les lézards utilisent dans le camouflage yeux uniques et langues longues comme des fouets pour attraper une nourriture riche en protéines. La menthe religieuse est un maillon crucial de son écosystème. En tant que prédatrice vorace, elle joue un rôle de premier plan dans la régulation des populations d'insectes, dont beaucoup sont considérés comme nuisibles. Elle agit ainsi comme un agent de lutte biologique naturelle, tout en servant de nourriture à de nombreux animaux, plus grands comme les oiseaux et les reptiles. Sous le ciel africain des plaines brûlées par le soleil aux points d'eau cachés, les mêmes drames se jouent à des échelles différentes. Ici, le prédateur n'est défini que par sa prochaine proie. La menthe, le gecko et la grenouille partagent la même loi impitoyable que le lion, le babouin et le crocodile. C'est la loi de la chaîne alimentaire où chaque vie est un maillon, un transfert d'énergie essentiel à la survie de l'écosystème tout entier. Chaque chasse, qu'elle soit celle d'un insecte par une menthe ou d'un impala par une lionne, est un acte de régulation qui maintient l'équilibre fragile de la vie. Et c'est au Kenya que cette danse éternelle entre la vie et la mort trouve l'une de ses pointes les plus grandioses, un théâtre où chaque acteur, du plus petit au plus puissant, est indispensable. La nature n'est pas une scène de chaos, mais une symphonie complexe où chaque note, qu'elle soit un bruissement de feuilles ou un rugissement dans la savane, est indispensable à l'harmonie de l'ensemble.